Salut les compagnons et bienvenue sur la chaîne. Alors que ce soit la première fois ou pas, je comptais vraiment faire un petit message tout particulier à toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu et qui ont déjà laissé des petits messages, qui se sont abonnés et ça fait vraiment plaisir. Ça me donne encore plus envie de continuer. Donc vous l'avez vu, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Alors voilà, la chaîne elle se crée, on démarre, on apprend. Les commentaires que vous me faites jusqu'à présent, ça a toujours été du très positif et surtout du très constructif. Donc voilà, n'hésitez pas. En off ou directement sur les vidéos, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour pouvoir faire vraiment avancer la chaîne pour que ce soit toujours mieux pour vous, pour en profiter. Voilà, dans tous les cas, encore une fois, merci à cette jeune communauté qui nous suit. Et donc sans plus attendre, on va vraiment parler du sujet de la journée. Et donc vous l'avez compris les compagnons, aujourd'hui on va parler du BIM. Alors le BIM, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est, on a peut-être déjà entendu parler, de près, de loin, peut-être que vous en avez même déjà pratiqué, mais on va essayer de remettre un petit peu les bases de ce qu'est le BIM. Alors déjà, le BIM, c'est un acronyme. Donc le B, il n'y a pas trop de problème, on l'a compris, c'est B pour construction, hein, building en anglais, et le I pour information, donc en français et en anglais, ce sera la même chose. Alors par contre, le M, lui, il peut prendre plusieurs connotations. Il faut bien comprendre que le BIM, ce n'est pas un objet. Le BIM, c'est avant tout une méthode de travail. Et donc, cette méthode, aussi révolutionnaire soit-elle, elle peut s'interpréter de différentes manières. Et donc, on reconnaît que pour le M, il y a trois définitions. On trouvera le M pour modèle, le M pour modeling, ou encore le M pour management. En France, le terme de BIM, lui, il est très clair. Il s'agit de bâtiments et informations modélisés. Donc, on l'aura bien compris, en France, l'accent est mis sur le fait que le BIM, c'est une maquette, un plan, donc une modélisation. Mais vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça et justement on va le voir juste après. Pour bien comprendre le BIM et l'engouement qu'il suscite, il faut avant tout comprendre que les rouages de l'ingénierie. Et ce n'est pas valable seulement dans le secteur de la construction. En effet, quand vous faites de la gestion de projet, par exemple du lancement de produits, vous faites en fait du BIM, ou du moins vous pouvez avoir recours à du BIM sans le savoir. En effet, dans la gestion de projet, on peut dire qu'il existe deux grandes méthodes pour gérer un projet. On appelle ça l'ingénierie simultanée et l'ingénierie séquentielle. Alors derrière ces deux noms, surtout séquentiel qui peut paraître un peu abstrait, c'est deux concepts très simples qui s'y cachent. Pour rester dans la construction, on va faire simple, le principe est que dans la plupart des cas, le mode de fonctionnement revient à démarrer une étape lorsque la précédente est complètement achevée. On parlera ici d'ingénierie séquentielle. C'est logique, c'est quelque chose qu'on applique un peu dans la vie de tous les jours, ce n'est pas très compliqué. On ne révolutionne pas le monde en utilisant de la séquentielle. Et donc en fait, dans cette façon de travailler, la méthode séquentielle, les différents acteurs d'un même projet ne sont pas forcément au courant de chaque étape. Et surtout, si celle-ci ne les concerne pas directement. Différents corps d'État, par exemple, ne seront pas forcément au courant du planning de l'autre ou encore d'éventuelles modifications ou notifications de plans. Enfin, en tout cas, pas immédiatement. Ce qui peut entraîner des confusions, des contretemps. Au contraire de l'ingénierie simultanée, qu'on appelle aussi concourante, qui cette fois-ci consiste à engager simultanément tous les acteurs d'un même projet dès le début de celui-ci. En mettant tous les acteurs dans la boucle d'information, dès le début c'est normal, ils échangent plus rapidement et permettent de mieux façonner le projet, en fonction des contraintes de chacun. Mais attention, c'est une méthode qui peut aussi entraîner quelques problèmes. Des retards, des congestions par exemple. Si le projet, si les informations ne sont pas bien dispatchées entre les différents acteurs. Et c'est bien là toute la complexité du BIM. Donc vous l'aurez compris, l'ingénierie séquentielle, c'est un mode de fonctionnement au cours duquel chaque étape démarre lorsque la précédente est complètement achevée. Et l'ingénierie concourante, ou dit aussi simultanée, prend cette fois en compte ces différentes notions de productivité et permet, si elle est bien utilisée, de fortement réduire les délais, par exemple, pour lancer un produit sur le marché. On appelle ça également le time to market, dans le monde du lancement de produits. Mais pour faire simple, on va donner un exemple concret en fait. Vous faites des travaux, vous achetez un produit pour une étape X, l'étape se finit et là on en commence une autre. On retourne au service achat, on rachète les matériaux qu'on a besoin et on se rend compte qu'en fait on aurait pu mutualiser peut-être des achats, du coup pour gagner en productivité, en temps simplement, ou économiser un transport, ou peut-être même pouvoir négocier une meilleure remise parce qu'on consomme en fait plus de volume. Voilà. Et du coup, alors là je résume vraiment très fortement la chose, mais mis à l'échelle d'un chantier avec tous les acteurs qu'il peut y avoir, on se rend compte qu'en fait les économies, si c'est bien géré, peuvent être vraiment réelles en termes de temps, encore une fois, et en termes de disponibilité de matériel, en termes de livraison, et bien sûr en termes d'argent. Donc le BIM va vraiment permettre de gagner à chacune de ces étapes du temps, de l'argent, de la productivité. On comprend donc facilement que dans l'optique d'optimiser au mieux le temps consacré à chaque étape et à l'avancement d'un projet, on cherche à réunir
tous les partenaires de manière organisée et les faire travailler ensemble. Et c'est dans cette optique d'organisation que la méthode s'inscrit. Donc comme on l'a vu, le BIM n'est pas un objet en soi, c'est un processus. Et il est très important d'insister sur ce point. En tant que processus, il s'associe à plusieurs intervenants autour d'un projet commun, en définissant les responsabilités, les périodes et les limites d'intervention de chacun. Dans le secteur de la construction, on associe ce modèle autour d'une maquette. Elle est appelée maquette numérique. Cette maquette est constituée d'objets. Chaque objet est lui-même défini par une infinité de caractéristiques techniques, financières, sémantiques ou même comportementales, vis-à-vis d'autres objets. Chaque objet d'une maquette numérique est donc porteur de données qui les caractérisent, ce qui confère de fait une intelligence à la maquette et permet de qualifier d'avatar du bâtiment. Et cette philosophie ne date pas d'hier. En fait, elle a même plus de 60 ans aujourd'hui. Et elle n'est pas le fruit d'une unique personne, mais d'avancées significatives de la pensée ou de la technologie au cours des 60 dernières années. En 1986, Robert H., désolé si je prononce mal, est le premier à expliquer le terme de modélisation du bâtiment. Mais créer la maquette demande beaucoup de ressources informatiques, de temps de calcul, du temps machine comme on dit, et parfois même des infrastructures spécifiques pour ces machines. On y reviendra, et si on entend justement plus le BIM depuis ces dernières années, c'est parce que grâce au boom de l'informatique, au coût qui ne cesse en fait de baisser, contrairement à la puissance de calcul qui elle ne cesse d'augmenter, et ben l'informatique devient un bon marché, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait le BIM est une évolution de différentes solutions qui existaient, une évolution de la pensée. On est parti de solutions de 2D CAO, puis de 3D CAO et DAO, pour arriver ensuite au BIM. Le BIM, c'est donc une méthode de travail, un processus, on l'a dit, utilisant une maquette numérique 3D intelligente comme élément central des échanges entre les différents intervenants à l'acte de construire. Mais prenons le temps de parler un peu de la maquette. En fait, elle voit le jour entre les mains de l'architecte. Elle est ensuite rendue accessible aux différents bureaux d'études dans le but d'être complétée, voire modifiée techniquement. À ce stade, la maquette sera le plus souvent divisée. Elle est divisée sous plusieurs formes qu'on appelle maquette métier, une maquette structure ou encore une maquette fluide. Ces maquettes métiers sont ensuite fusionnées dans une master maquette. Pour détecter et résoudre les conflits éventuels, à cette étape, les différents intervenants réagissent et donnent leurs avis afin qu'il y ait le moins d'interférences possible. Ce travail d'assemblage et d'analyse des conflits se nomme la synthèse. Ainsi conçue, la maquette sert à produire les plans d'exécution qui seront diffusés au chantier. À ce stade, les entreprises de construction peuvent utiliser la maquette pour réaliser des métrés, la planification ou même les phasages chantiers. Durant les travaux, la maquette est maintenue à jour par les concepteurs et les constructeurs de sorte qu'à la fin du chantier, l'avatar du bâtiment est exactement conforme à l'ouvrage tel qu'il a été créé. Cette maquette, livrée au maître d'ouvrage avec les clés de son bien, lui donne la possibilité de gérer informatiquement son bâtiment, dans le but de réaliser des travaux ultérieurs, ou même de réaliser diverses simulations. Par exemple, l'ensoleillement, les flux d'air, les flux acoustiques. Vous l'aurez donc compris, le processus BIM a de multiples avantages, notamment car il réduit les modifications tardives de la conception. Il permet de détecter les conflits entre les éléments interdisciplinaires et améliore la coordination. Encore une fois, tout ceci nécessite un staff qui permet vraiment une bonne coordination de tous ces éléments envers une maquette qui est mise à jour régulièrement et qui vraiment prend en compte les besoins de chaque intervenant. Et donc cette nécessité pour que le BIM fonctionne d'avoir une maquette qui est mise à jour régulièrement demande une infrastructure particulière pour pouvoir fonctionner au quotidien. Bien sûr, le BIM ne va pas s'appliquer à tous les projets du jour au lendemain. Mais de plus en plus, on sent bien que le vent tourne et que le BIM, même s'il n'arrivera pas chez vous demain, il est déjà là dans certains projets. Il pousse vraiment fort sur l'avenir du bâtiment. Aujourd'hui, la législation comporte de nouvelles règles propres au BIM. Alors que le BIM, comme toute innovation, est là pour améliorer les choses, comme on l'a dit, la productivité et les coûts, forcément, elle va aussi faire des mécontents. Et justement, avant de conclure sur les avantages et les inconvénients du BIM, il est important de voir d'où vont provenir ces éventuelles critiques négatives face au BIM. En fait, le BIM, aujourd'hui, tel qu'il existe, n'est pas vraiment le BIM tel qu'il devrait être. Car, comme il nécessite énormément d'investissements financiers, techniques, humains, on a divisé le BIM en niveaux, des BIM level. En fait, ces niveaux correspondent au niveau de maturité des maquettes. Ces niveaux, il en existe 3. Il y a le 0, le 1 et le 2. Le 0, 1 et 2 doivent donc être considérés comme des étapes et non pas comme une fin en soi. En effet, par exemple, au Royaume-Uni,
où le BIM est quelque chose qui est déjà bien développé, on peut même dire qu'ils sont assez précurseurs dans le domaine. Le niveau 3 correspond à la collaboration de l'ensemble des acteurs d'un projet sur un modèle unique. Ce niveau est aujourd'hui difficilement atteint, faute de stabilité technique et technologique en France. Et pas seulement qu'en France. Il peut y avoir peut-être quelques chantiers qui ont vraiment plus de moyens, plus de technologie, qui font que le niveau 3, on va dire, tourne bien chez eux. Mais de manière générale, dans le monde du BTP et du BIM, avoir un niveau 3 est quelque chose déjà d'assez complexe et vraiment pas courant. La plupart des projets actuels en France sont de niveau 2, c'est-à-dire que chaque intervenant crée sa maquette numérique, la partage sur une plateforme en ligne. L'ensemble de ces maquettes numériques est alors fédéré par un BIM manager ou un BIM coordinateur selon le niveau du rôle de chaque intervenant. Sous sa forme la plus simple, le niveau 0, la collaboration se fait uniquement sur de la CAO 2D, et principalement de manière soit par papier, soit de manière électronique, ou alors un mélange des deux. On va dire qu'à ce niveau-là, on est encore sur de la méthode assez classique. Surtout que beaucoup de projets ne sont pas géoréférencés et n'auront donc pas les mêmes unités. Donc tout ça va venir compliquer les échanges en fait avec de la simple CAO. La majorité du secteur du BTP est déjà bien au-delà de cette étape. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le géoréférencement, ça consiste à relier des objets, des positions dans l'espace par rapport à un système de coordonnées géographiques, tout simplement. Revenons donc aux différents niveaux qui existent. Le niveau 1, souvent labellisé comme le BIM en isolation ou l'Only BIM, comprend généralement un mélange de CAO 3D pour la partie conception et 2D pour le dessin de plans ayant une valeur réglementaire, juridique et de production de l'information. Les normes de CAO sont gérées sous la norme BS 1192-2007. Je vous mets le lien directement en description. À ce moment-là, le partage des données électroniques est effectué à partir d'un système dit de GED, gestion des données électroniques tout simplement, ou alors via un EDC, environnement de données commun, comme par exemple Autodesk A360 ou encore Graphisoft BIMX ou Trimble Connect. Bon, tout ça, c'est assez technique, on va dire, forcément pour des personnes qui ne l'utiliseraient pas, ce sont des choses que vous allez oublier très rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour le moment, au niveau des BIM les plus répandus actuellement dans le secteur du bâtiment, il n'y a pas vraiment encore de collaboration entre les différentes disciplines. Et c'est là qu'on va vraiment commencer à parler de BIM au sens non plus généraliste, mais vraiment comme l'idée, le processus doit arriver. Et cette collaboration, elle commence au niveau 2. Tous les intervenants du projet, architectes, ingénieurs, etc., utilisent encore leur maquette numérique 3D de leur côté. Ces maquettes numériques sont ensuite partagées par chaque intervenant sur une plateforme collaborative, puis compilées dans la plupart du temps par la cellule du BIM management justement du projet. À ce stade, les informations du projet sont partagées sous un format de fichier commun, ce qui permet à toute organisation d'être en mesure de combiner ces données avec leurs propres données afin de réaliser un modèle BIM fédéré et centralisé. Par conséquent, tout logiciel BIM utilisé par chacune des parties doit être capable d'exporter vers l'un des formats des fichiers courants, tels que le format ISC par exemple, ou encore COBie. Bon, honnêtement, j'ai jamais entendu le dire, donc je ne sais pas si on dit COBie ou COBie. Mais bon, au moins vous aurez compris, les formats sont ici et ici. Elles servent donc pour les données de maintenance et d'exploitation de l'ouvrage. Cette méthode de travail est désormais le minimum fixé par le gouvernement britannique, par exemple, pour tous les projets. C'est vous dire qu'ils sont quand même en avance. Et cela depuis 2016. Et maintenant, on rentre dans les choses vraiment intéressantes. Et il s'agit donc du niveau 3. Le niveau 3 constitue une pleine collaboration entre tous les intervenants de toutes les disciplines au travers d'un modèle unique de projet, partagé sur un site, en fait un serveur tout simplement centralisé. Toutes les parties peuvent donc accéder et modifier ce même modèle, ce qui entraîne l'absence de risque d'information contradictoire. Le BIM de niveau 3 n'est pas encore accessible à tous. Vous l'avez donc compris, ça nécessite quand même, encore une fois, je le répète, beaucoup de travail, d'engagement financier, humain. C'est pourquoi le BIM de niveau 2 est pour le moment la norme fixée par le gouvernement. Pour information, le BIM de niveau 3 ne correspond pas à l'idéal pour chaque projet de construction. En effet, l'ensemble des collaborateurs du projet doivent travailler sur le même serveur. Vous l'aurez compris, tout le monde aujourd'hui n'est pas capable de le faire. Et donc, malgré ces différentes qualités, le BIM subit forcément des affronts des acteurs qui ne veulent pas s'engager dans plus de travail, comme ils le disent souvent. Mais pourtant, voilà, vous l'aurez compris, s'il est bien mené, le BIM aide forcément à gagner en productivité. Je le répéterai tout le temps, parce que franchement, c'est vraiment là qu'il faut vraiment comprendre que le processus BIM a sa force.
gagner en productivité, en gagnant sur les délais, en gagnant sur les achats, en gagnant sur les problèmes éventuels qui pourraient arriver par des différents corps d'état qui pourraient se télescoper simplement. On arrive sur la fin de cette vidéo, ça a été une vidéo assez complexe, peut-être un peu trop, je ne sais pas, à vous de me le dire. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je le répète, je le redirai malheureusement encore une fois. N'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un petit message et un commentaire. Ça fait d'abord plaisir et surtout nous, ça nous permet de continuer, ça me permet tous les jours de me dire que c'est quelque chose qui peut intéresser d'autres personnes que moi et donc c'est ce qui m'animera pour continuer cette chaîne. Donc voilà les compagnons, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et dans tous les cas on se retrouve la semaine prochaine pour la suivante.